Venons-en à la partie marché, investissement et à la partie microéconomique également, puisque ce sera l'événement de cette fin de semaine. Une fois que le chiffre d'inflation aura été digéré par les investisseurs, eh bien les marchés pourront se focaliser sur les premiers résultats d'entreprises aux États-Unis. Nous aurons PepsiCo demain dans les produits de consommation courante, et puis le coup d'envoi des grandes banques américaines à partir de ce vendredi. Anis Lalou est avec nous en visioconférence, lui aussi directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonjour et bienvenue Anis. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous du thème de l'IA qui devient évidemment un thème peut-être fondamental pour des investisseurs de long terme, mais de manière assez immédiate. Quelle est la vue de marché que vous avez à quelques heures, quelques jours maintenant du démarrage de cette saison de publication de résultats pour le deuxième trimestre? Quels sont selon vous les enjeux et quelles sont les attentes du marché telles que vous pouvez les lire aujourd'hui Anis? Oui, bonjour. Merci de votre invitation. Alors oui, la saison de résultats est très attendue, effectivement. Et malheureusement, je ne pense pas qu'elle puisse trancher le débat qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors pour nous, aujourd'hui, le marché est en train osciller entre la résilience et de temps en temps les craintes de fin de cycle. Et donc on cherche ces fameux signes de fin de cycle. Et je ne pense pas que la session de résultats qu'on va avoir puisse donner une réponse tranchée à cette question. En tout cas, là où on est aujourd'hui, c'est qu'un marché qui a envie de croire dans la résilience. Et aujourd'hui, dans notre outlook, dans les pre-call earnings qu'on a, effectivement, on voit l'impact avec retardement de ces fameux taux qui montent. Et on voit des poches de faiblesse dans la construction, dans certains segments de la consommation, etc. Néanmoins, je pense qu'on a aussi de la résilience par ailleurs, et c'est ce qu'on essaye d'avoir plus de clarté, ce sur quoi on essaie d'avoir plus de clarté dans cette earnings season. Au-delà de l'aspect conjoncturel, cyclique, des messages qui vont être portés par les managements et les dirigeants des grandes entreprises, je crois que tout le monde sera intéressé de savoir, 6-9 mois après l'avènement du GPT, de l'IA générative, la révélation de ChatGPT au monde entier, tout le monde sera intéressé de savoir comment et jusqu'où ce thème de l'IA générative se diffuse à ce stade, Anis. La question étant de savoir, est-ce que ça reste un thème d'investissement circonscrit encore à quelques méga caps américaines, essentiellement, ou est-ce que c'est déjà un thème qui va au-delà? Oui, ben ça c'est une question, je pense, extrêmement intéressante parce que ce que le marché aujourd'hui price est justement que ce thème est complètement circonspect à ces fameux, ces 7 magnifiques valeurs, et en particulier Nvidia. Maintenant, moi, ça ne fait aucun doute que c'est un outil, l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle générative est un outil qui est les plus généralistes, et donc la diffusion de l'impact de cet outil, non seulement elle est dans les plus grandes masses, et elle est à attendre, et elle n'est pas encore venue, on l'a pas encore vue, mais en plus de ça, elle est de nature à soutenir l'ensemble de l'économie si elle se met en marche. Et par rapport à ce qu'on disait par rapport à la earnings season, les craintes de fin de cycle, eh bien, il est fort probable aussi que effectivement l'impact de l'IA et de la diffusion de l'IA vienne amortir le choc un petit peu de tout ralentissement économique qu'on peut observer. C'est intéressant parce que le secteur technologique faisait les gros titres en début d'année parce que c'était un pourvoyeur de licenciements d'une certaine manière. Et puis on voit quand même que ce phénomène de licenciement s'est stoppé assez vite avec l'arrivée justement de l'IA générative au sein de cet univers technologique. Et on voit aujourd'hui les offres de postes pourvues, délivrées par les grands groupes technologiques qui sont en train de rebondir en flèche. On voit bien cette mécanique tout de suite se mettre en place. Au-delà du seul univers tech, Anis, comment est-ce que vous voyez ce thème se diffuser? Quelles sont pour vous peut-être les industries ou les secteurs qui vont se retrouver assez vite en première ligne et pour lesquels, en tant qu'investisseur, il est peut-être déjà intéressant de regarder un petit peu les enjeux? Oui, alors, si on regarde en fait l'impact de l'IA jusqu'à présent, ça a été tech, et certaines valeurs dans la tech, les plus grandes, mais ça a été large cap. Et ça a été aussi exactement la même histoire en Europe ici. Quand on regarde le marché européen, les méga caps font plus 15, les petites font plus 4. Et donc, il y a un gap de 10%. Je pense que ça, c'est intéressant parce que un des enjeux de l'IA, justement,
c'est de donner des outils qui permettent d'être hyper productifs et en fait qui vont faciliter la vie à beaucoup de small cap. Donc je pense que c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit et il faut vraiment essayer de trouver les bonnes opportunités dans ce segment-là. Et aussi, quand on pense à l'IA générative, c'est plus les applications de l'IA générative qui sont de nature à m'enthousiasmer, puisque, par exemple, quand on regarde des boîtes comme des sociétés comme Nvidia, hein, qui est au cœur de cette histoire, eh bien, on voit que le CEO de Nvidia était partout en Europe à parler à des grands groupes industriels pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer des produits de Nvidia, notamment le produit Omniverse, dans les usines, comment est-ce qu'on peut automatiser les usines. Je pense que c'est pas anodin. Par exemple, au premier trimestre de cette année, on a vu des grands constructeurs automobiles allemands ouvrir leur première usine digitale. Donc je pense qu'on est au début de quelque chose qui peut être très très intéressant. Ce que j'entends par usine digitale, donc je parlais d'un grand groupe, un constructeur automobile allemand. Ils ont donc ouvert une usine qui est le Digital Twin, la copie digitale d'une véritable usine qu'ils vont construire. Donc avant même de construire leur usine en 2025 qui va produire des véhicules électriques, ils ont une copie digitale qui aujourd'hui est opérationnelle dans laquelle ils peuvent faire des simulations, des changements de machines, des changements de robots. On est en train de se diriger vers un monde où on peut avoir des robots sans apprentissage qu'on met dans les usines et qui permettent en fait d'augmenter la productivité de manière assez substantielle. Comme je le disais, l'impact peut réduire tout ralentissement économique qu'on peut avoir dans les prochains mois. Là, le jumeau digital, j'adore parce que j'ai en tête qu'un Bernard Charlès, alors qui n'est plus aujourd'hui CEO d'Dassault Systèmes, ça fait des années qu'il nous parle du jumeau digital et des solutions que Dassault Systèmes apporte justement pour créer ces copies numériques, ces copies digitales. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à une industrie comme l'industrie automobile que vous citez à Nice, d'avoir la capacité de modéliser avant même la réalisation et la construction de l'usine? Oui, c'est un très bon point, le premier point que vous faisiez sur Dassault Systèmes. Il faut rappeler que l'Europe est en avance sur tout ce qui est copie digitale, digital twin. C'est une technologie qu'on connaît bien en Europe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte? Ce que ça apporte déjà, c'est qu'avec l'intelligence artificielle générative, on va avoir une interopérabilité entre les usines, entre les softwares, que ce soit Dassault, mais pas que Dassault avec les autres softwares. Ça veut dire que quand on peut mettre un robot dans une usine, on n'a pas besoin de lui apprendre ce que les autres softwares vont faire. Et donc, on a cette interopérabilité grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour ces sociétés? C'est des marges qui sont beaucoup plus résilientes. Et je pense qu'on parle du secteur auto, on l'a vu dans la crise Covid, à la sortie de la crise Covid, on a des marges qui sont à des niveaux historiques, à des niveaux records. Une des raisons pour laquelle on a ces marges dans le secteur auto qui sont très résilientes, c'est qu'on a eu recours à ces méthodes de flexible production, donc beaucoup d'automatisation et beaucoup de digitalisation dans les supply chains qui ont permis en fait d'avoir ces niveaux records de marge. Demain, avec plus d'intelligence artificielle dans les usines, on peut imaginer que ces marges continuent à être très très résilientes. Oui, il restera quelque chose de ces marges records dans le secteur automobile, parce que parmi les facteurs qu'on a mis en avant, ça reste quand même une industrie de masse. Pour beaucoup, je mets de côté Ferrari ou quelques autres, mais on a beaucoup évoqué aussi le problème de supply chain, le problème d'offres, d'accès aux composants, etc., qui a permis justement à ces constructeurs de se concentrer sur les modèles les plus margés. On imagine qu'au fur et à mesure de la détente des chaînes de valeur, ils vont pouvoir reprendre la production de masse qu'ils avaient au moins en partie avant à Nice. Mais il restera quand même quelque chose des niveaux de marge qu'ils ont pu atteindre pendant cette période Covid. Il y a un changement de statut peut-être derrière le secteur automobile qui est en train de se mettre en place. Je pense que oui, les constructeurs allemands dont je parlais, c'est pas nécessairement des constructeurs de masse. Là, on parlait de constructeurs plutôt premium. Donc pour eux, je pense que l'équation elle est un tout petit peu différente. Mais je pense que oui, je pense que plus d'automatisation fait qu'il y a moins de levier opérationnel et des meilleures marges pour les constructeurs. C'est un exemple, je parle du secteur automobile, mais on peut parler de l'industrie dans toute sa diversité.
Non, mais c'est un bon exemple parce que je regardais quand même les performances sectorielles depuis le 1er janvier en Europe. Je crois que le secteur automobile se tient très bien et aussi bien que les grands gagnants qui sont encore les secteurs technologiques, sans même citer le luxe et le fashion en Europe. Ça fait partie des secteurs qui tiennent bien. Hein. Oui, oui, tout à fait. On a plus 20 sur le secteur de l'automobile depuis le début de l'année. C'est un secteur qui se porte extrêmement bien. C'est ce que je disais au début, on a cette fameuse résilience de l'économie qui permet en fait d'arriver à ces résultats. On a aussi l'effet marge et effectivement, donc pour l'instant, les choses se passent extrêmement bien. Et en allant de l'avant, effectivement, il est fort probable que ce qu'on a vu, cette fameuse résilience des marges continue avec l'IA. C'est le message. Merci beaucoup Anis. Merci pour votre analyse de cette situation de marché autour notamment du thème de l'IA qui restera évidemment le grand thème que 2023 aura vu naître dans les marchés et chez les investisseurs. Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors qui était avec nous en visioconférence. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.